Alors on a du mal, hein, Maurice Yvergan, à contenir nos larmes quand on voit les images de ces jeunes garçons. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Des images qui sont bouleversantes, Jonathan Serrault, 20 ans après pour les familles. La plaie qui est évidemment toujours ouverte. Cette semaine, on a donc révélé ces images au public israélien et ça a réveillé ce qu'on appelle des vieilles blessures, surtout 25 ans de présence de Tsahal dans ce qu'on appelait la zone de sécurité du Sud-Liban. Jonathan, racontez-nous cette page de l'histoire. Une page de l'histoire tout aussi douloureuse, celle de l'histoire d'Israël. 25 ans de présence israélienne, 1985, l'an 2000, dans cette bande de terre conquise par Israël au lendemain de la première guerre du Liban en 1982. 25 années marquées par d'innombrables conflits avec le Hezbollah libanais, avec les factions terroristes palestiniennes aussi et les groupes chiites du pays du Cèdre renforcés par ceux venus de Syrie. 25 années de discussion, Valérie, entre les différents gouvernements israéliens et les autorités libanaises, mais aussi avec les médiations américaines. Des discussions qui se sont révélées toutes vaines, car les autorités du pays du Cèdre n'entendaient opérer aucune concession avec Israël. Exemple, lors des négociations menées à Nakoura en 1985, la ville de Nakoura, une localité située au sud Liban et sous contrôle des forces d'interposition de l'ONU, la FINUL. Le gouvernement israélien dirigé alors par Yitzhak Rabin avait proposé de négocier la mise en place d'une zone tampon sur deux points distincts, à la fois par Tsahal et la FINUL, une proposition rejetée au final par le gouvernement libanais, une intransigeance qui a conduit les autorités de l'État hébreu à prendre une décision unilatérale et donc de créer cette zone de sécurité que l'on va voir tout de suite sur cette carte. 100 km de long, 8 à 15 km de large, elle suit le tracé de la frontière israélo-libanaise à partir justement de la ville de Nakoura, sur la Méditerranée, sur la rive méditerranéenne, pour aller jusqu'au mont Hermon que l'on connaît et à la rivière Litani, théâtre de nombreux combats. 100 000 personnes vivaient alors sur cette bande de terre, 60% de confession musulmane et 30% chrétienne, une population chrétienne qui a dû fuir cette zone persécutée par les musulmans chiites. Beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs trouvé refuge en Israël, car Israël à l'époque ouvrait ses portes à cette population et leur offrait même du travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette bande de sécurité était gérée par l'armée du Sud-Liban. Alors justement, quelle était la fonction de cette armée, Jonathan ? Tzadal, c'était le nom en hébreu donné à cette armée devenue milice à l'arrivée des forces israéliennes en 1982. Dans les années 70, avant cela, elle était dirigée par le major Saad Haddad. Et durant les années de présence israélienne, c'est le lieutenant-général Antoine Lahad qui prend le commandement des opérations qui se limitaient dans un premier temps au maintien de la concorde entre toutes les communautés. Elles étaient nombreuses puisqu'il y avait les catholiques maronites, les druzes ou les musulmans chiites, on l'a dit. Mais au fil des ans et surtout au fil des attaques des groupes terroristes, l'armée israélienne a participé à la formation de ces troupes avec la mise en place d'entraînements pour les combattants. Les forces militaires de l'État hébreu ont installé aussi des avant-postes pour freiner l'avancée des terroristes et à renforcer aussi la présence de l'ALS. Mais malgré cela, malgré l'aide de l'armée israélienne, la milice du Sud-Liban n'a jamais pu opérer avec une grande efficacité à la présence de nombreux espions faute de nombreux espions du Hezbollah infiltrés dans l'ALS. Cette milice a disparu avec le départ des forces israéliennes du Sud-Liban le 24 mai 2000. Vous, Maurice Yvergan, vous avez vécu ce moment douloureux. Racontez-nous vos souvenirs. Écoutez, il faut déjà, pour raconter les souvenirs, il faut déjà replacer ça dans un contexte israélien. 73 familles endeuillées, 73 familles qui ont perdu au même moment leur fils, vous l'avez entendu, de 19, 20 et 21 ans. En Israël, ça fait énormément de bruit. J'étais là à la rédaction de la radio israélienne à ce moment-là. Vous savez ce que ça veut dire de lire 73 noms de victimes avec l'âge et la localité de la victime, de relire ces 73 noms pour annoncer la date et l'heure de l'enterrement, et de relire encore une fois ces 73 noms pour annoncer que l'enterrement a eu lieu. C'était très très lourd. Chaque équipe de journalistes des 5 médias radio-télévisés, plus de tous les journaux, passait dans chaque famille pour raconter l'histoire de ses enfants. Ça, pendant un mois, le pays ne vivait qu'à l'heure de ces familles endeuillées, et ça a été un choc monumental dans la population israélienne, d'autant
que cette disparition est due à un accident d'hélicoptère. Ce sont 2 hélicoptères qui se sont entrechoqués en direction du Sud-Liban. Et d'entendre aujourd'hui parler du Sud-Liban, d'entendre Jonathan évoquer cette milice du Sud-Liban de Tsahal et ce qui se passait dans cette bande, dans cette zone de sécurité pendant 20 ans, 25 ans, ça me donne des frissons. C'était une période pour l'histoire d'Israël, une période extrêmement difficile. D'ailleurs, cette zone nord est toujours sous tension et ça a été évoqué hier lors de la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Absolument, Valérie, vous savez qu'on a beaucoup entendu parler de la solution à 2 États ou un État des Palestiniens lors de la conférence de presse entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Mais les 2 hommes avaient un souci, quelque chose de commun à régler, c'est le dossier iranien. Et quand on parle d'Iran, on parle du soutien accordé par l'Iran au Hezbollah sur la frontière israélienne et de cette menace pour Israël du soutien accordé par l'Iran au Hezbollah en Syrie qui veut s'installer sur le Golan. Alors justement là.